a deux thèmes qui vont être l'objet de mon intervention. Je vais essayer de tenir le temps qui m'est imparti. Le diaporama va sans doute m'y aider. Il y a d'abord le thème de la violence systémique, et notamment dans le cadre des organisations sociales, peut-être plus particulièrement dans le cadre des organisations institutionnelles. Et aussi le thème de la violence ressentie. On va voir que c'est un binôme, hein, les deux choses vont ensemble de mon point de vue, puisque je vais parler de la violence ressentie dans et face aux institutions. Et puis peut-être quelque chose qui paraîtra exotique à beaucoup d'entre vous peut-être, ou qui sera, comment dirais-je, un écho à de lointains souvenirs peut-être des enseignements de philosophie en terminale. L'intérêt, en tout cas à mes yeux, c'est ce que je défends, d'une certaine approche, d'une démarche, d'une attitude de pensée qui me semble tout à fait favorable pour la pratique de la médiation, donc sur un plan concret et même aussi sur un plan conceptuel, qui est la maïeutique. Alors je reviendrai évidemment sur la signification de ce thème. Alors, l'intérêt de cette démarche apparaît à la lumière d'une analyse de la question de la violence en général, de la question de la violence systémique, de la violence ressentie, du rapport aussi aux institutions, et aussi à la lumière de certains paradoxes de la médiation. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, c'est une question rhétorique, je vais commencer tout de même, que vous le vouliez ou non, par quelques paradoxes de la médiation, qui vont permettre d'introduire la question de la violence, et notamment de la violence systémique. Tout d'abord, l'éthique de la médiation et ses limites, car comme toute bonne chose, elle a ses limites. L'éthique de la médiation, on ne peut pas la résumer évidemment aux idées que je mets, jeu de scène, que je mets en avant, mais on pourrait dire que ce sont quand même des idées structurantes de grands principes de la médiation, l'idée de confidentialité des échanges, l'idée de neutralité, l'idée d'impartialité, d'indépendance dans toute la mesure du possible. C'est un peu paradoxal quand on est mandaté par une institution d'être dans une position d'indépendance totale, la reconnaissance de la diversité des points de vue, la position d'équilibre qui a un rapport avec la notion de justice. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Jocelyne et aussi Pierre ce matin, qui parlait de la notion de justice. La position d'équilibre en fait partie, et la notion d'équité aussi. Et l'intégration du conflit à un espace de dialogue, c'est-à-dire que la vertu de la médiation, c'est de transposer la situation de conflit, de la déporter d'un espace social qui est son origine, là où s'est noué éventuellement le conflit, la dissension, l'incompréhension, la mécompréhension, et de déporter ce conflit dans un espace de dialogue à des fins d'être plus constructif. Alors évidemment, le premier problème, le grand problème, je dirais, philosophique, qui se pose pour ce type d'éthique, cette revendication, je ne dis pas prétention, mais revendication au maximum de neutralité, c'est un problème qu'on connaît bien en philosophie, c'est l'impossible neutralité des échanges sociaux, des relations sociales, et notamment à travers l'usage du langage. Alors j'ai mis une citation parmi d'autres, hein, ça est assez emblématique, il y en aurait plein d'autres, une citation de Nietzsche qui est extraite de ses fragments posthumes. Il n'y a pas de... Alors je sais que c'est difficile à entendre peut-être, hein. On parlait du journaliste tout à l'heure. Il n'y a pas de fait, seulement des interprétations. Alors je laisse méditer, vous avez 2 heures, parce que ça va être un sujet de dissertation. Alors qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la conséquence pour la médiation? Pourquoi est-ce que Nietzsche dit ça? Parce que le fait d'utiliser le langage, de nommer les choses, de les identifier, de les catégoriser, j'aime pas le mot étiqueter, mais en tout cas de les identifier, ce qui veut dire passer par le langage, suppose déjà des biais cognitifs, un imaginaire collectif, le fait d'inscrire les personnes dans une relation sociale avec des implicites, si vous voulez. Donc, on peut prendre un exemple très simple, l'usager est une personne, mais effectivement, appeler une personne un usager, un assuré, un requérant, un ayant droit, un plaignant, un allocataire, un citoyen, une citoyenne, ça n'est pas la même façon de désigner la personne. Et par cette façon de la désigner, déjà vous lui imputez une certaine position et vous l'inscrivez dans un certain rapport social. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, du point de vue de Nietzsche, par exemple, de fait, il n'y a que des interprétations qui donnent lieu à un énoncé
une mise en forme de ce que nous, on va appeler les faits. Alors, je sais qu'il y a l'idée de la pluripartialité maintenant, la multipartialité, mais je trouve que le terme est vraiment bien choisi. Je trouve aussi qu'il nomme le problème plutôt qu'il ne le résout, parce que du coup, que devient la position de tiers, ou de tierce partie, du médiateur ou de la médiatrice, dans la multipolarité ou dans la multipluralité des points de vue. Je dirais que c'est une façon de nommer le problème plutôt que de lui apporter une réponse, mais je trouve le terme intéressant. Donc, impossible neutralité, et à ce problème de la médiation, notamment dans le cadre institutionnel, se pose le problème de la disparité ou de l'inégalité structurelle entre les deux parties, à savoir entre l'usager et l'institution. Alors pourquoi inégalité structurelle? Eh bien, parce que, voilà, c'est vraiment un résumé, il faudrait rentrer sans doute plus dans le détail, mais en tout cas ça permet de résumer les choses. On a un face-à-face entre une personne physique et une personne morale, collective, anonymisée, pourrait-on dire, qu'est l'institution. On a un cas singulier face à un traitement automatique des dossiers. On a une unité de la personne, de sa situation, de sa vie personnelle et affective, face à la pluralité des services qui peuvent donner lieu à un découplement du traitement de son dossier. Alors c'est pour ça que l'exemple de ce matin, j'ai remercié Jocelyne, parce que la convergence des points de vue pour traiter un cas au même moment m'apparaît une façon de remédier en partie à ce problème de la décomposition du traitement de l'unité de la personne. Et puis il y a l'autonomie revendiquée par les citoyens. Alors, autonomie, son étymologie, ça vient de autos, qui veut dire soi-même, et nomos, la norme, la règle, c'est se donner à soi-même ses propres règles. Quand on est autonome, on peut se gérer soi-même, se commander soi-même, se gouverner soi-même, s'organiser soi-même, etc. Mais l'autonomie revendiquée par le citoyen dans l'entreprise de sa vie, dans l'entreprise de ses actions, notamment dans le domaine social, rencontre évidemment, je n'allais pas dire le mur de l'institution, mais en tout cas les normes, les procédures, les automatismes, les mécanismes institutionnels. Et vous voyez bien que nous, on est dans un pays profondément égalitaire. Je vous renvoie à certaines analyses de l'anthropologue Emmanuel Todd. Vous savez, il y a 3 couches, il y a la superstructure politique, il y a l'infrastructure, comme disaient les marxistes, qui sont les rapports de force dans l'univers de la production. Pour les marxistes, finalement, la superstructure, le pouvoir politique, médiatique, c'est l'expression des rapports de force d'une société. Mais il y a une sous-couche pour un anthropologue comme Emmanuel Todd, c'est l'organisation des systèmes familiaux. Et en France, alors on passe les détails, il y a différentes organisations des systèmes familiaux, mais celui qui a prévalu, c'est le système francilien. On est dans un pays centralisé, c'est un système égalitaire. Et donc dans un pays d'imaginaire collectif égalitaire, une disparité ou une inégalité structurelle dans le face-à-face entre l'usager et l'institution peut produire, par principe, si vous voulez, le sentiment d'une injustice, même si ce n'est pas le cas. Donc problème de neutralité, problème d'inégalité structurelle. Je dirais qu'à ces 2 problèmes s'ajoute un 3e problème qui est le problème du modèle implicite de la médiation. Parce que quand les personnes entrent en médiation, je l'ai constaté, la question du modèle de la médiation est peut-être claire pour le médiateur, pour la médiatrice, mais n'est pas claire, pas toujours, pour les personnes qui entrent en médiation. Alors, quel est ce modèle et comment le définir? Vous savez, le modèle, je dirais l'anglo-saxonne, le modèle de la négociation, de la transaction, le modèle du deal, du compromis entre des intérêts plus ou moins divergents, c'est un modèle possible. Vous avez le modèle du jugement voilé où la tierce partie qui est constituée par le médiateur, la médiatrice, est en position d'arbitre. Arbitror en latin, ça veut dire je juge. Position, une façon de jugement voilé, même si le jugement n'est pas explicite. La personne qui entre en médiation peut avoir cette impression. Vous avez le modèle du tiers impartial, qui est le modèle du facilitateur, de la facilitatrice. Et puis vous avez le modèle de la pédagogie. Alors souvent les politiques, vous savez, quand ils n'arrivent pas à faire passer une réforme, ils disent qu'ils n'ont pas fait assez de pédagogie. Parce que les citoyens sont un peu au bas de plafond, ils sont un peu limités, alors, pas assez expliqués. S'ils avaient compris, ils nous donneraient raison, forcément. Alors c'est ça que fait le pédagogue, il répète, il explique, il explicite. Alors
il y a finalement une dimension de pédagogie parce qu'il s'agit d'expliquer les droits, d'expliciter les arcanes juridiques, évidemment des problèmes, mais est-ce que la position du médiateur et de la médiatrice est avant tout une position de pédagogue? Ça, c'est en soi un problème. Donc voilà pour quelques aspects de la médiation, quelques, j'allais dire, points d'achoppement qui nous mènent à la question de la violence, violence en général, violence systémique en particulier, et notamment dans le cas des organisations sociales et plus particulièrement dans le cas des institutions. Alors, donc, la violence et ses paradoxes. Alors la violence, il y aurait beaucoup à dire parce que c'est un de mes thèmes de prédilection. Je vais essayer de résumer les choses. La définition générale de la violence, il y a deux traits majeurs. Il y a un grand trait de la violence dans sa définition, c'est l'usage abusif de la force ou du pouvoir. Ça peut même être le pouvoir d'agir, ce n'est pas forcément un pouvoir politique, un pouvoir institutionnel. L'usage abusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence est ressentie comme violent ou comme violente, un fait, une action qui outrepasse les limites de la légitimité de l'action. Il y a l'idée d'un abus parce qu'il y a l'idée d'un caractère illicite, illégitime. L'objet de la violence la plupart du temps, c'est l'atteinte à l'intégrité physique, l'intégrité morale, psychique, symbolique, sociale de la personne. Ça, c'est pour son objet. Et sa finalité, souvent, la violence, c'est de contraindre, de soumettre, de dominer, d'inférioriser, voire d'extorquer le consentement de quelqu'un. Alors évidemment, le terme violence, il est employé aussi par métonymie. Quand on parle de violence, on désigne des actes de violence, comme quand on parle de violence domestique, par exemple. Ça, c'est le trait majeur de la violence, un usage abusif de la force ou du pouvoir. Alors, il y a un caractère dérivé, par extension, la violence, c'est la rigueur, la dureté de quelque chose. Vous parlez de la violence du climat. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'aujourd'hui, le climat est particulièrement violent, mais peut-être. Voilà, mais c'est plus métaphorique. Quelques paradoxes de la violence. Alors je sais que certains paradoxes sont difficilement audibles peut-être ou acceptables, mais ce n'est pas grave, je veux dire, on est là pour en discuter. Premier paradoxe, je sais que ça c'est dur à entendre, parfois dans certains cas, notamment quand j'interviens en entreprise et qu'il y a eu un problème dans l'organisation hiérarchique ou des échanges, violence n'est pas nécessairement synonyme de faute ou de culpabilité. Il n'y a pas forcément de coupable. C'est difficile à entendre, peut-être que quelqu'un puisse heurter, blesser, meurtrir une autre personne sans être coupable. Mais alors, il y a un grand philosophe qui était Thomas d'Aquin, qui a fait le lien entre la culpabilité et l'imputabilité morale, la culpabilité et l'intention. S'il n'y a pas d'intention, si l'acte n'est pas délibéré, oui, il peut être blessant, heurtant, il peut constituer objectivement une violence, mais il n'y a pas de coupable à rechercher. C'est que c'est difficile à entendre pour les gens qui se considèrent victimes. Parce victime, souvent, il y a un couple, victime-coupable. Deuxième paradoxe important de la violence pour comprendre le sentiment face aux institutions ou au sein des institutions ou des organisations sociales, c'est que le curseur de la violence est en partie subjectif. C'est-à-dire que quelque chose que vous faites, que vous dites, vous ne le concevez pas comme violent, mais la personne, elle, peut le recevoir comme extrêmement blessant, du fait de son passé, du fait de son psychisme, du fait de ses états d'âme, du fait de sa position, etc. Ça aussi, c'est dur de penser qu'on puisse être jugé à l'aune d'un critère subjectif. Mais c'est quand même le cas. Troisième paradoxe de la violence, qui nous rapproche de plus en plus de la question de la violence systémique, c'est-à-dire des violences des organisations. Il existe des violences inaperçues, inconscientes ou non ressenties. Alors là, vous allez me dire sans doute, comment une violence peut-elle ne pas être ressentie ? Si elle est subie, elle est subie. Comment est-ce qu'elle peut être subie sans être ressentie ? Alors, il y a plusieurs exemples. Il y a un exemple célèbre tiré de la psychologie. Freud en avait donné une belle peinture dans son esquisse d'une psychologie scientifique. Vous pourrez aller voir dans le livre 2, chapitre 4, c'est le cas d'Emma. C'est le cas du traumatisme rétrospectif. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous emmènerait loin. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir cette question du traumatisme rétrospectif
chez Freud, donc dans Esquisse d'une psychologie scientifique. Vous trouvez le texte en ligne avec le Kahneman. Mais je vais prendre peut-être une expérience plus célèbre de sociologie qui parlera peut-être plus facilement, c'est l'expérience de Solomon Asch. Alors, sur le conformisme. Alors, est-ce qu'à vue de nez, vous voyez de quoi je veux parler? Est-ce que ça fait écho chez vous? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je vais résumer les choses. 1951, on est aux États-Unis. Solomon Asch fait une expérience de psychologie sociale. Il veut la faire autour du conformisme. C'est avant l'expérience de Milgram, c'est avant l'expérience de Philippe Zimbardo, qui sont d'autres expériences célèbres. Et ce que fait Solomon Asch, c'est que il fait paraître une annonce pour que des étudiants viennent participer à un test oculaire. Ça présente comme ça un test de vision. Alors je résume les choses. Il y a des groupes de 7 à 9 personnes, 8 sur les 9 ou 6 sur les 7 sont complices. Il y a un sujet naïf. Il vient pour un test oculaire, on teste sa vue, on voit qu'elle est bonne, on l'intègre au groupe, on le met en dernière position. Et il y a une ligne témoin, il y a 3 autres lignes ou 2 autres lignes, on demande aux personnes si les lignes sont supérieures ou égales à la ligne témoin. La réponse est évidente, les écarts sont très significatifs, il n'y a pas possibilité de se tromper. Ce que font dans les premiers tours, notamment dans les 6 premiers tours, les sujets complices, c'est qu'ils répondent tous la bonne réponse. Donc le sujet naïf à la fin, mais il dit la bonne réponse aussi. Puis à partir de la 7e, tous de manière très assurée, de manière très assertive, unanimement, donnent la mauvaise réponse. Alors, le sujet naïf, la plupart du temps hésite, et puis au bout de quelques tours de mauvaise réponse, il donne la mauvaise réponse aussi. Oui, même si A est supérieur à B, il dit ah oui, non, c'est B. B est supérieur à A. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est bon, alors le taux de conformisme, je crois j'avais les chiffres, je crois que 75% qui se conforment au moins une fois, et le taux de conformisme est à peu près égal à une trentaine de pourcents. Après, le pourcentage varie selon les variantes de l'expérience elle-même, si l'homogénéité du groupe est complète ou pas, la position du sujet naïf dans le groupe, je vous passe les détails. Et quand H a interrogé les personnes qui ont donné les mauvaises réponses, il a demandé pourquoi, et ce qu'ils avaient ressenti. Ce qui est intéressant sont les réponses à post-expérience. Et beaucoup disaient qu'elles avaient ressenti un grand sentiment de stress, d'angoisse, et d'autres avaient des sentiments plus refoulés, et surtout d'autres avaient argué de problèmes de vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein d'un groupe, pour survivre, même si la réalité c'est A, si tout le monde pense que c'est B, à un moment, par peur de l'ostracisme, de la marginalisation, ce sera B, pour une grande partie de la population. Donc ça vous montre qu'il existe une possibilité de violence inconsciente, si vous voulez. C'est une violence qu'on fait à ses propres perceptions, à son propre jugement, à son propre discernement, mais elle est induite par la pression du groupe. Alors, 4e paradoxe, la violence systémique, justement, on y vient. Alors, elle est paradoxale, cette violence systémique, au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est ce qu'on appelle la norme pesante. Alors, il existe une théorie sociale et politique qui a longtemps eu cours, selon laquelle, si une norme, si une règle est universellement appliquée, elle ne peut pas être pesante à l'ensemble des individus à laquelle elle s'applique, puisqu'elle ne peut pas avoir le consentement unanime des sujets qu'elle fait souffrir, ou qu'elle met en difficulté, ou qu'elle stresse. Alors on a un très bel exemple de cette théorie de la norme universellement applicable et donc non pesante chez Jean-Jacques Rousseau, dans les lettres écrites de la montagne en 1764, dans la 8e lettre. Rousseau nous dit la chose suivante: vous avez des lois bonnes et sages, soit en elles-mêmes, soit par cela seul que ce sont des lois. La phrase importante vient maintenant. Toute condition imposée à chacun par tous ne peut être onéreuse à personne. Cette phrase, on pourrait vraiment l'encadrer. Toute condition imposée à chacun par tous ne peut être onéreuse à personne. Alors évidemment, c'est faux. Rousseau, dans ce passage, distingue le décret qui est toujours d'application particulière, et la loi qui est d'application universelle. Donc ça a un intérêt, si vous voulez, de théorie politique. Mais évidemment, on sait que c'est faux. Il existe des groupes sociaux qui vivent sous un ensemble de contraintes dont chacun des acteurs souffre, du moins en partie,
et qui pourtant applique la règle qui produit du stress, de la contrainte, de la surveillance, de l'autocensure, etc. Donc, la violence systémique, si on voulait résumer le premier paradoxe de la violence systémique, c'est la question suivante: comment expliquer que des individus consentent à une violence dont ils souffrent même, du moins en partie? Si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui, dans la théorie, alors il y a plein d'explications, hein. Il y a le mimétisme, il y a le conformisme dont j'ai parlé, il y a l'intimidation, dans le cas des régimes autoritaires, il y a la peur de l'ostracisme, il y a l'ignorance du sentiment de dissension des autres. Pierre en a parlé un peu ce matin sur la spirale du silence. Il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'un groupe, à un moment, peut être pris dans un système de fonctionnement dont chacun des acteurs finit, d'une certaine façon, par prolonger l'état du système, si vous voulez, alors qu'eux-mêmes en souffrent. Il y a un deuxième paradoxe de la violence systémique, qui là aussi va être difficile à entendre, peut-être pour certains. Je dis tout à l'heure que la violence, ce n'était pas forcément la culpabilité. C'est difficile de penser qu'elle est déconnectable de la responsabilité. Et là, je sais qu'il y a des juristes, là, ça j'ai discuté avec elle tout à l'heure, c'est vrai qu'on cherche le responsable, la responsable. Mais le problème de la violence systémique, c'est qu'elle dilue la responsabilité. Alors, ça m'a fait penser, quand j'ai préparé l'intervention, à un théoricien politique et économique dont je ne me réclame pas du tout, mais que je vais citer, qui est Friedrich Hayek. Et Friedrich Hayek, dans un livre qui s'appelle « Droit, législation et liberté », Droit, législation et liberté, c'est le volume 2, 1976, pour donner il a vécu très longtemps, Hayek. Hayek dit la chose suivante. Alors lui, il est partisan de l'État minimaliste. Et donc il dit, dans une société de liberté des droits, de libre entreprise, les individus entreprennent librement leurs actions. Certes, à la fin, il y aura une inégalité sociale peut-être très grande. C'est possible. Une accumulation des richesses, une capitalisation par certains, une transmission des richesses acquises, etc. Mais ce sera un effet systémique. Il n'y aura pas de réponse, c'est très important ce que dit Hayek, il n'y aura pas de réponse à la question « Qui a été injuste ?» Who has been unfair? Tout le monde a participé. Ou la réponse, ça pourrait être tout le monde ou personne. Et de même, dans le cas de la violence systémique, il n'y a pas de réponse simple à la question « Qui a été violent ?» C'est difficile de pouvoir croiser quelqu'un dans un couloir entre quatre yeux et de le désigner comme étant la personne violente ou responsable de la violence. Donc, l'autre paradoxe de cette violence systémique, c'est évidemment la dilution de la responsabilité. Puis, dernier paradoxe de la violence, c'est ce que j'appelle le fonctionnel-dysfonctionnel. J'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec certains d'entre vous. Ce que j'appelle le fonctionnel-dysfonctionnel dans les organisations, notamment en entreprise, mais je trouve que ça permane de plus en plus, ça pénètre de plus en plus dans les institutions publiques, c'est le modèle, pardonnez-moi pour les anglicismes, burn-out, turnover. C'est-à-dire que le système fonctionne par l'épuisement des ressources humaines. Oui, d'accord, les personnes sont épuisées. Oui, il y en a qui vont flancher. On va les remplacer. C'est le modèle mécanique, si vous voulez, de la pièce de remplacement. Alors évidemment, le problème, c'est à la fin, peut-être la perte de sens ressentie par les acteurs du système, et puis la relative baisse de la qualité des prestations pour les personnes qui ont moins d'ancienneté et qui, finalement, voient un renouvellement systématique, de leurs collègues ou du personnel. Voilà pour certains aspects de la violence systémique, ce qui m'amène à quelques exemples institutionnels de violence systémique. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, depuis combien de temps j'ai commencé. Ça peut être 10 minutes. Alors, je vais pas les détailler, je vais simplement les énoncer. Parce que je voudrais passer à la proposition, justement, qui est la maïeutique, comme pratique intéressante pour la médiation face aux violences institutionnelles ou systémiques, ou pour répondre au sentiment de violence, à la violence ressentie, qui n'est pas nécessairement, on l'a vu, corrélée ou égale à une réalité objective de la violence. Donc je vais juste les énoncer, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le dialogue. Alors, puisque le titre de cette journée, c'est « L'usager est une personne », je reviendrai sur le titre de personne en conclusion,
il faut en prendre soin. Je voulais prendre l'exemple des institutions de soins que je connais aussi, un petit peu je dirais, de l'intérieur, et notamment la question des hôpitaux publics et aussi la question des EHPAD, parce qu'on se rend compte qu'il y a une violence ressentie par le personnel dans les hôpitaux publics qui est liée à la pénurie de ressources budgétaires, ressources matérielles, ressources en personnel, et pourtant il y a la nécessité, l'obligation d'assurer une mission de service public de soins. Et cette situation, elle est connue du public, des patients, ce qui génère de la défiance. Et donc la situation des personnels soignants, c'est avec une situation de pénurie, de remplir une mission pour laquelle ils n'ont pas toujours tous les moyens, si vous voulez, ou dont ils ne disposent pas des moyens adéquats pour pouvoir y répondre entièrement, et de faire face aussi à une certaine défiance des personnes à qui ils délivrent les soins. Et le cas des hôpitaux publics, c'est une chose, le cas des EHPAD est particulièrement frappant. Alors il y a eu le scandale des EHPAD privés d'Orpea, qui s'est renommé maintenant EMIS pour redorer son blason, mais il y a aussi le cas des EHPAD publics, et quand on interroge quand on regarde les enquêtes sur les aides-soignants, qu'est-ce qui fait une partie de leur souffrance? C'est qu'ils ont le sentiment d'accomplir des actes qui concrètement, par un effet systémique d'organisation du travail et de gestion des ressources, sont contraires au principe même de leur mission. C'est-à-dire, ils viennent pour soigner, pour prendre soin, ils ont très peu de temps, si vous voulez, pour certains soins, notamment pour la toilette, et ça leur donne le sentiment de faire une action contraire à la mission dans laquelle ils se sont engagés. Mais évidemment, c'est lié à l'organisation globale. Je ne peux pas le détailler ici. Ce qui me permet de passer à la question de la démarche maïeutique. Alors, voilà, face à cette question générale de la violence, et notamment de la violence systémique, et face à la question de la violence ressentie, dans ou face aux institutions. Parce que les personnes qui travaillent dans les institutions publiques ne sont pas épargnées elles-mêmes par les questions qu'on vient d'aborder. Il y a une démarche qui n'est pas souvent citée, même je n'ai pas trouvé trace dans la littérature sur la médiation, et je trouvais intéressant de la promouvoir, c'est la maïeutique. Alors, la maïeutique, ça vient d'un verbe grec, il y a deux verbes, il y a maïo, maï, on peut faire de la graphie grecque si vous le souhaitez. Ça veut dire faire accoucher, servir de sage-femme. Et quand on pense maïeutique, on pense à la maïeutique socratique, celle qui est pratiquée par Socrate dans les dialogues de Platon. Et Platon, en tout cas Socrate, et Platon reprend ça à son compte, Socrate disait « Je fais pour les âmes le métier que ma mère faisait pour les corps ». Ma mère, elle faisait accoucher les corps des femmes enceintes, des enfants qu'elle portait, et moi je fais accoucher les âmes de la vérité qu'elles portent en elles. Donc c'est une démarche d'accouchement. Alors, évidemment, la maïeutique socratique est un peu particulière parce qu'elle est dans un contexte d'affrontement politique avec des adversaires qui étaient les sophistes pour la conquête du pouvoir et des magistratures dans l'Athènes de l'âge classique. Donc, c'est un usage un peu particulier. Je vais distinguer la maïeutique propre à la médiation de cette maïeutique socratique, mais on pourrait dire de la maïeutique socratique, si on voulait la résumer, que c'est un usage d'ironie, d'aporie, de déstabilisation des certitudes, de mise en question, et c'est aussi, une aporie, c'est une impasse. Poros en grec c'est le passage, aporie c'est l'absence de passage. Et c'est aussi une technique héristique. Éris, c'est la déesse de la discorde. L'éristique, c'est la science, si vous voulez, de l'affrontement dans la joute oratoire. Alors, ce n'est pas la maïeutique que je trouve adaptée pour la médiation, mais l'idée principielle me semble tout à fait adaptée. La maïeutique pour la médiation, c'est d'une certaine façon, j'allais dire un métier de sage-femme. C'est faire accoucher d'une certaine vérité. Voilà, c'est une proposition que je fais et qui passe par un moyen qui est de questionner les représentations des personnes qui viennent dans la médiation. Le but étant d'accroître la conscience, le but c'est la clarification, si vous voulez, auprès des acteurs, des participants à la médiation, de leur démarche, de leurs attentes, de leur logique d'action, de leur rapport à l'institution, de leur biais cognitif, de leur façon de voir, de leur façon de penser, leurs actions, leurs droits et leur démarche auprès des institutions. Donc, le but, c'est d'accroître la conscience
d'accroître le discernement, de clarifier les choses, d'identifier éventuellement certains biais cognitifs, de mieux comprendre son comportement social, de mieux comprendre les décisions qu'on prend ou l'absence de décisions qu'on prend. Donc la maïeutique, c'est d'abord un art du questionnement qui vise à la clarté. Ça n'est pas une discipline scientifique, c'est comme la médiation, il n'y a pas, voilà. Mais c'est un art du questionnement qui n'attend pas de réponse prédéfinie et dont le but est de redonner, je vais y venir, une entière autonomie aux citoyens, aux citoyennes, aux acteurs sociaux, dans l'entreprise de leurs actions, dans la conception de l'entreprise de leur vie et dans leur rapport, si vous voulez, à leurs droits et aux institutions. Donc, questionnement, clarification, autonomie. C'est retrouver ce que j'appelle la question du sens, c'est-à-dire la finalité, la raison d'être, pourquoi on entreprend une action, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on attend, comment on décrit la situation, comment on décrit son rôle dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle situation, quel mot on emploie, quelle est la charge du mot qu'on emploie, qu'est-ce qu'on met derrière, quel est l'imaginaire collectif qu'il y a, si vous voulez, derrière, ce qui permet de mieux se connaître. Donc, retrouver l'autonomie à travers la question du sens, c'est ce qui me paraît être une partie du travail de la médiation. Et ce mot de maïeutique, elle permet de renouer avec une antique tradition, qui est la tradition de la quête de vérité, de la quête de clarté intérieure et de cheminement. C'est une approche qui m'apparaît tout particulièrement indiquée dans le cas des violences systémiques, pour que les personnes arrivent à identifier, nommer, catégoriser, comprendre la violence dont elles sont, dont elles croient avoir été victimes. Il faut toujours rester prudent face au curseur de la violence ressentie. C'est donc la capacité à reconnaître, à énoncer, à identifier. Voilà en résumé ce que je voulais dire. Je vais ajouter une conclusion, si vous me permettez de passer à la diapositive suivante. Une conclusion autour de la notion de personne, puisque l'usager est une personne, il faut en prendre soin. J'ai parlé des usagers, du rapport aux institutions, de la question de la violence ressentie dans ou face aux institutions. J'ai parlé de la démarche de médiation en tant que maïeutique, art du questionnement, clarification, mise en question des représentations. Je vais terminer par le terme de personne, et vous me pardonnerez de faire un peu mon philosophe, j'ai une formation littéraire. Je vais faire deux références à la littérature et à l'histoire culturelle. La première, c'est le mot de personne, ça vient de persona en latin, qui veut dire le masque que portaient les acteurs sur scène, qui a donné aussi le caractère, le rôle que vous incarnez sur scène, le personnage que vous êtes socialement, et aussi votre personnalité. C'est très ambigu, le mot de personne. La personne est une énigme, c'est Carl Gustav Jung qui avait beaucoup commenté ce nom de personne. Vous savez, le masque, c'est à la fois ce que vous montrez, la façon dont vous apparaissez comme tel ou tel aux autres, c'est aussi ce qui vous permet de cacher votre vrai visage, et c'est aussi votre visage de composition dans les circonstances sociales. Donc, l'usager est une personne, mais la personne est une énigme. C'est ça que je voulais dire. Elle contient toujours une énigme, même si on pense avoir résolu un cas de médiation. Les personnes, elles gardent quand même leur énigme. Et, deuxième et dernière référence d'histoire culturelle, la personne est une énigme, mais la personne est toujours quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un épisode célèbre que vous connaissez peut-être dans l'Odyssée d'Homère, c'est au Chant 9. Je suis obligé de résumer les choses. Vous le savez peut-être, Ulysse et ses compagnons débarquent sur l'île des Cyclopes. Ça, ils n'ont qu'un œil, hein. Ils sont géants, ils n'ont qu'un œil. Et parmi ces Cyclopes, il y a Polyphème, qui est fils de Poséidon et d'une nymphe qui avait un très beau nom qui s'appelait Toosa. Et ils sont faits prisonniers, ils vont dans la grotte du Cyclope pour lui prendre sa nourriture et ils les enferment et ils comptent bien les manger. Et Ulysse lui donne un vin très fort. Et Polyphème lui demande, avant de boire le vin, comment il se nomme. Et Ulysse dit « Je m'appelle personne ». En grec, c'est outis. Tis, c'est quelqu'un. Outis, c'est pas quelqu'un, personne. Il dit « Mon nom est personne, c'est ainsi que m'appellent mon père et ma mère ». Évidemment, il crève l'œil du Cyclope qui sort de sa grotte, qui appelle les autres, quand les autres accourent pour essayer de chercher le responsable de cette violence. Ils lui demandent « Mais qui donc t'a fait ça ?» Et lui, il répond « Personne ». Et donc, ils le prennent pour un indéfini. Mais ça ne s'arrête pas là.
puisque Ulysse est un humain, donc il est orgueilleux. Donc qu'est-ce qu'il fait au moment où il prend son navire? Il réclame sa propre identité, et donc il crie qu'il est Ulysse, le roi d'Ithaque, le fils de Laërte. Et évidemment, Polyphème, qui est le fils de Poséidon, l'entend, et ce sera l'origine de sa malédiction, du fait que Poséidon va le poursuivre de sa vindicte. Donc, si je voulais conclure sur ces deux éléments, la personne est toujours une énigme, ça se voit même dans le mot personne, et la personne est toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, une identité qui veut perler, qui veut reprendre le dessus, qui veut s'affirmer à tort ou à raison, derrière l'anonymat du mot personne. Merci de votre attention.